Chers amis rivaroliens, bonjour. Vous le savez, pour fonctionner très mal, la République a besoin de votre argent. Oui, la République a besoin de vos impôts. Car vous n'en payez pas assez, sachez-le. Il faut payer plus d'impôts. Elle a besoin de vous. Ce magnifique régime politique, qui peut s'enorgueillir de tous ses nombreux succès, a besoin que vous mettiez la main à la poche. Alors, vous vous taisez, vous payez, par ici les shekels. Aujourd'hui, je vais avoir le déplaisir, malgré sa qualité, de vous lire l'excellent article de François-Xavier Rochette, extrait du Rivarol numéro 3563, en page 5, article qui s'intitule « Les fonds Marianne ou la fosse de la République ». Ah oui, sans aucun doute, on en est parfaitement convaincu, la Marlène Schiappa a ce petit quelque chose qui sied impeccablement à sa fonction. Son apparence, sa chaleur appartiennent proprement, littéralement, au registre du fantastique, du bas latin fantasticus, emprunt au grec fantastikos, qui signifie capable de former des images, des représentations. Aussi était-il tout à fait cohérent que cette figure emblématique de la République telle qu'elle est se retrouve dans une publication pornographique, comme l'est, derrière ses textes grivois et inutiles, le magazine américain Playboy. Elle n'était pas nue, cette fois, mais posa vulgairement pour le papier glacé de la revue dédiée à l'onanisme. On nous dit que le numéro très spécial de Playboy a battu un record de vente. Cela en dit long sur certains des fantasmes de nos contemporains et sur la manière dont ils considèrent la République. Rien n'est surprenant ici. Et le fait que Marlène Schiappa ait utilisé ce support pour faire diversion quand le scandale explosait ne l'est pas davantage. Les fonds de poche des Français. Ce scandale, provoqué par les révélations du magazine Marianne en particulier, tout le monde le connaît désormais. À la suite de la décapitation affreusement spectaculaire du professeur d'histoire au collège de Conflans, Samuel Paty, la Marlène Schiappa et son équipe, après très mûre réflexion, avaient décidé de débloquer environ 2,5 millions d'euros au profit de 17 associations ou entreprises censées posséder toutes les capacités pour combattre, je cite, l'islamisme qui tue, et, d'une manière générale, toutes les forces obscures éloignant les bonnes âmes du vivre ensemble et des sacro-saintes valeurs de la République. Nous ne savons si la famille du professeur trucidé Paty a devancé l'enquête de Marianne ou non. Mais aujourd'hui apparaît-elle comme furibonde devant son résultat et son exposé. Elle demande, elle exige des éclaircissements. Une réaction facile à comprendre quand on sait à quel point le nom de Paty a pâti de cette triste affaire et à quel point il a été instrumentalisé par le pouvoir. Mais voilà, Marianne, puis l'œil du 20h de France 2, ne se sont focalisés que sur 2 associations. Certes, les bénéficiaires des plus grosses donations. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, l'USEPPM, et Reconstruire le commun. La première, nous dit le journal Libération, qui a touché 355 000 euros, aurait utilisé cette somme pour un site internet et des publications sur les réseaux sociaux très faiblement relayées. Et surtout pour salarier 2 de ses dirigeants de l'époque, le président Cyril Karunagaran et Mohamed Sifawi. La seconde, quant à elle, a reçu une enveloppe de 330 000 euros. Une enveloppe qui aurait servi à diffuser du contenu destiné à discréditer les opposants politiques à Emmanuel Macron en période électorale. La presse sous pression, et que ce nom de presse lui va bien, insiste sur les critiques vraies ou imaginées, orchestrées par ces gros récipiendaires et adressées à l'encontre des concurrents de Macron. Et sur les tweets de telle ou telle personnalité attaquant de prétendus opposants à Emmanuel Macron.
En premier lieu, cette victime ridicule, la nièce de service, la nulle millimétrique, le maire de Paris, Anne Hidalgo, pauvre femme, pourvue d'un charisme de carpe farcie au stade faisandé. Comme si ce personnage infiniment médiocre, candidat d'un PS mentalement et physiquement mort, avait représenté une quelconque menace pour Emmanuel Macron. La première chose que l'on observe clairement, la première chose à relever dans cette affaire, est la gabegie constituée par ces donations dont bénéficient des individus et des groupes qui ont pour particularité le plus souvent d'être des défenseurs acharnés du sionisme. La seconde caractéristique de ces associations est qu'elles sont toutes déjà alimentées en bon argent et que certaines d'entre elles croulent sous les rentes, les subsides, les dons. Et d'avoir cette détestable impression que des responsables gouvernementaux ont arrosé avec l'argent des Français des gens à qui on devrait tout. Sur les traces du numéro 2 du CRIF. Parmi les bénéficiaires de l'argent des Français, on retrouve la discrète association Civic Fab, qui a touché 315 400 € pour lutter officiellement contre le séparatisme. Pour éclairer ses lecteurs, il aurait été bon que la grande presse, à la toute petite curiosité, parlât aussi de cette association et notamment de 2 précisions la concernant. L'un des responsables de Civic Fab n'est autre que Karim Amellal, chargé par Emmanuel Macron, en compagnie de l'inénarrable ultrationniste et numéro 2 du CRIF, Gilles Taïeb, dont l'épouse est adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, n'est-ce pas, en 2019, de produire un plan pour lutter contre l'horrible haine en ligne. Dans la République de Marlène Schiappa, il est toujours utile d'avoir pour copain Gilles Taïeb et de connaître depuis ses années d'enseignement à Sciences Po un certain Emmanuel Macron. Fraternité Générale, une autre association qui n'aime pas la haine, a reçu 292 200 €. On ne sait pas grand-chose sur cette association, mais elle a des ambassadeurs bien connus, comme Florence Aubenas, l'ex de PPDA Claire Chazal, ou encore Marie Drucker. En 5e position apparaît la LICRA, la fameuse Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, celle qui fait en ce moment la guerre à la Ligue des droits de l'homme. La LDH n'a, elle, rien reçu du Fonds Marianne, de Mario Stasi. Encore 95 000 € pour la LICRA, qui, très récemment, a signé un joli contrat avec l'État, qui lui promet désormais, ça monte, 400 000 € par an, pendant 3 ans. Parions que les recettes de la LICRA ne s'arrêteront pas là. Traquer les terribles haineux antisionistes de l'espace, c'est un métier qui rapporte gros. L'association très discrète Mémoire et BD a quant à elle fabriqué un joli manga pour défendre l'égalité filles-garçons avec 88 960 €. Un agent israélien. On retrouve également une structure étrangère dans cette liste des 17. Enfin, étrangère à la France, soyons précis. Il s'agit de l'ISD, l'Institute for Strategic Dialogue, qui se définit comme un laboratoire d'idées indépendant travaillant avec des leaders du secteur public et privé, ainsi que du monde médiatique et académique. Cet institut est basé à Londres et alloue des bourses d'études à des gens qui pensent bien. Une structure fondée en 2006 par George Weidenfeld, la biographie de ce personnage, mort en 2016, peut éclairer l'observateur citoyen sur la fonction réelle de l'ISD. Arthur George Weidenfeld est né à Vienne, en Autriche. Il rejoint Londres en 1938 et devient commentateur politique pour la BBC. En 1948, il cofonde avec Nigel Nicholson la maison d'édition Weidenfeld & Nicholson, avec laquelle il publie l'ouvrage Lolita de Vladimir Nabokov. Mais l'élément le plus significatif dans la biographie du bonhomme est son poste de conseiller politique et de chef de cabinet
auprès du premier président israélien, Chaim Weizmann, qu'il occupe dès 1949. Cette expérience, lâcha-t-il dans la revue française Le Débat, au numéro 51, lui fit comprendre qu'il devait chercher à aider Israël de l'extérieur. Il poursuit ainsi son propos. Je revins donc en Grande-Bretagne dans l'édition en essayant d'internationaliser mes parutions. Je suis allé chercher des livres en Allemagne, en France, en Italie. Depuis ma jeunesse, j'ai été un sioniste actif, ce qui m'a donné une force intérieure. Il est anobli par la reine en 1969, on comprend pourquoi. En 1985, Weidenfeld étend ses intérêts d'édition aux États-Unis, où il acquiert la société Grove Press en partenariat avec Anne Getty, l'épouse de Gordon Getty. Grove fusionne ensuite avec la division new-yorkaise de Weidenfeld and Nicholson pour former le groupe Grove-Nicholson. On connaît la puissance de la famille Getty et sa philanthropie catégorielle. Weidenfeld était d'ailleurs lui-même un philanthrope de cette espèce, puisqu'il exerça des responsabilités dans plusieurs organisations communautaires, notamment comme président de l'Université Ben Gourion du Negev, de 1996 à 2004, gouverneur de l'Université de Tel Aviv, gouverneur de l'Institut Weizmann et vice-président du Forum UE Israël. C'est toujours en sioniste intransigeant qu'il fonde donc en 2006 l'Institute of Strategic Dialogue. Est-il légitime que l'argent des Français alimente cette chose? Est-il normal que la nation française la nourrisse? Nous ne nous attarderons pas sur les associations toutes superbement fraternelles, se gargarisant avec le sans-frontiérisme, qui ont eu droit à leur chèque de 50 000, 60 000 ou 70 000 euros, comme Bibliothèques sans frontières, présidée par l'historien immigrationniste Patrick Vell. La xénophilie, l'ouverture, l'accueil de l'autre, constituant de véritables formules magiques dans cette république azimutée que tout organisme, les récitant, en respectant l'impératif sioniste en toutes circonstances, est disposé à recevoir l'argent des Français en quantité illimitée. Pour cacher le complot, ils s'enrichissent. Enfin, il ne faut pas oublier dans cette liste des heureux gagnants les chevaliers des temps nouveaux, les pourfendeurs d'infox, les dénicheurs de faux complots. Car dans notre République merveilleuse, si les complots n'existent pas, si tout est limpide comme de l'eau de roche, les théories du complot, elles, existent et pullulent. Allez savoir pourquoi, allez comprendre ce paradoxe. Ainsi faut-il citer Spicy, contrôlé par Jean-Bernard Schmitt, pour laquelle a travaillé le fils Huchon, Thomas Huchon. 70 000 euros pour cette structure spécialisée dans les améliorations techniques de support servant à lutter contre la haine de l'espace. Elle est bonne, la cantine de la République. Tout aussi généreuse, ou presque, avec la très célèbre association Conspiracy Watch et son ubiquiste patron Rudi Reichstadt, qui a donc bénéficié tout récemment d'un chèque de 60 000 euros pour l'encourager dans son travail de persiflage des véritables opposants à ce système détestable. L'information concernant cette rondelette subvention a été diffusée par divers sites et blogs et n'a pas laissé indifférents les internautes excédés par l'omniprésence médiatique de ce petit commissaire politique qui jouit déjà de ressources financières non négligeables, dont l'une provient carrément de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, présidée par David de Rothschild, ce qui en dit très long sur la place systémique tenue par le bon Rudy. Reichstadt n'a cependant pas supporté qu'on puisse douter de la nécessité de ce don, et s'est fendu d'un long texte sur le site de sa boutique afin de condamner la méchanceté de tous ses contempteurs, écœurés qu'ils puissent s'engraisser avec l'argent de leurs impôts. Effrayée par ce nouveau climat complotiste qui l'angoisse, Caroline Fourest a pris la plume pour écrire un édito dans la revue, qui porte si mal son nom, Franc-Tireur. Une publication détenue par Daniel Kretinsky, qui est aussi le propriétaire de Marianne.
où elle se dit dégoûtée, révoltée, estomaquée, malade par la rancœur des gueux. Pauvre Couëtch. Je cite. Ce que je ne m'explique pas, c'est l'emballement, la rage, les menaces et les insultes. Ce qui me fascine, jusqu'à la nausée, c'est de voir des journalistes et des militants en profiter pour régler leurs comptes idéologiques en cherchant à discréditer l'ensemble du Fonds Marianne et la lutte contre le séparatisme. Décidément, celles et ceux qui résistent aux islamistes auront tout enduré. Menaces, procès d'intention, et maintenant, procès en association. Fin de citation. La Fourest a raison. On décèle bien une particularité commune dans toutes ces associations. C'est clair, c'est net, inutile de nier la vérité, Fourest, nous la voyons. Inutile de mentir, nous savons. La Fourest ose ainsi écrire « Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, les services publics comprennent enfin le danger de laisser la toile aux extrêmes. Un appel d'offres est lancé, 2,5 millions d'euros, pour soutenir un contre-discours républicain. Sur les 71 associations qui déposent des projets, 17 sont retenues. Elles vont de la Ligue de l'enseignement à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, en passant par une association yézidi ou l'excellent Conspiracy Watch. » Fin de citation. Mais de quelle association yézidi parle-t-elle, la Fourest? Il n'y en a aucune dans la liste des 17. On retrouve bien l'association Yahad in Unum, que nous connaissons bien pour l'avoir épinglée dans Rivarol il y a quelques années. Si cette association s'est intéressée à la communauté yézidi, elle n'en fait cependant pas partie. Et son patron, Patrick Desbois, dit Père Desbois, est davantage connu pour avoir disserté sur ce que certains historiens officiels appellent la Shoah par balle. La thèse de Desbois et de ses soutiens, appartenant très souvent à des réseaux sionistes, consiste à affirmer que les Juifs qui n'ont pas fini gazés ont été, en Roumanie et en Ukraine principalement, exterminés impitoyablement par les Einsatzgruppen avec la complicité de nombreux paysans catholiques, dont certains auraient utilisé des oreillers pour étouffer mortellement des Israélites afin de récupérer leurs meubles et leurs denrées, et aussi, évidemment, parce qu'ils étaient habités par la haine. Dans une entrevue du 27 septembre 2019 pour le magazine La Vie, groupe Le Monde, anciennement La Vie catholique, Desbois va plus loin, encore, en s'attaquant paisiblement au cœur même du christianisme. À la question « Vous êtes prêtre, le chrétien que vous êtes est-il transformé par ce travail ?» Le petit homme répondit tranquillement, je cite, « Je vis cela avec beaucoup de prudence, parce que tous ces crimes se sont déroulés dans un contexte chrétien. Beaucoup étaient catholiques ou orthodoxes, et beaucoup pensaient assister à un mystère religieux, d'où le parallèle que certains témoins faisaient entre l'exécution des Juifs et le récit de la Passion. » Fin de citation. C'est cette organisation qui est qualifiée de yézidi par la Fourest. Quand on ment sans ciller, quand on se dit nauséeuse devant l'exposé de la réalité, de la vérité, on ne peut jouir d'aucune considération, d'aucun crédit. On apparaît simplement pour ce que l'on est, une partisane. Force est de constater que l'écrasante majorité des associations arrosées par le Fonds Marianne de la triste Chiappa sont, à l'instar de la petite Caroline Fourest, toutes habitées par le partisianisme le plus dur, le plus implacable que nous connaissions. Un article de François-Xavier Rochette, extrait du Rivarol numéro 3563 du 26 avril 2023, page 5. Chers amis rivaroliens, n'oubliez pas de faire votre déclaration d'impôt, n'oubliez pas de payer vos impôts, et s'il vous reste quelques shekels, oui, j'ai bien dit shekels, achetez Rivarol. À bientôt.